Alors, la dernière présentation de l'après-midi est faite par le professeur Joseph Achiti de Hadat au Liban sur le traitement médical des abcès appendiculaires. Le professeur Achiti est également introduit à l'Académie par Jean-Pierre Arnaud. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, je tiens à mes chers collègues et professeurs, je suis ému et honoré d'avoir été invité à l'Académie nationale de chirurgie. Je tiens à vous remercier tous. C'est un privilège pour ma vie professionnelle et personnelle. Un grand merci à vous tous. Ma présentation va porter sur la conduite à tenir devant un abcès appendiculaire. Il faut dire que le terme d'appendicite a été décrit en premier par M. Fitz en 1886 et c'est McBurney qui a opéré et publié une série de rapports qui étaient le traitement qui ont fait la base du traitement de l'appendicite aiguë en 1894. L'appendicite, c'est l'urgence chirurgicale abdominale la plus fréquente et pour longtemps, l'appendicectomie était le traitement de base pour une appendicite. Quant à la pathophysiologie et l'évolution de cette maladie, c'est toujours une obstruction de la lumière appendiculaire, que ce soit par un fécalite, une tumeur ou une infection, qui entraîne une distension, un engorgement veineux, une congestion capillaire, un infarcissement, une perforation et parfois absédation. Il faut dire qu'un retard de diagnostic entraîne un retard de diagnostic et l'abus d'ingestion des antibiotiques oraux sont souvent les facteurs qui contribuent à l'évolution de cette pathologie. Comment mettre le diagnostic d'une appendicite aiguë? À part le polymorphisme clinique, il existe des signes radiologiques, entre autres les signes à l'échographie, qui montrent une distension du diamètre de l'appendice plus que 6 mm, parfois plus que 1 cm, selon les études. Une douleur au passage de la sonde d'échographie, présence ou non de fécalite, une collection résiduelle. La sensibilité et la spécificité de l'échographie peut atteindre 80%. Il y a aussi le scan qui s'ajoute à l'échographie dans certains cas quand on a un diagnostic ambigu qui peut mettre en évidence aussi le diagnostic d'appendicite. Et quand on a injection de produits de contraste, que ce soit par voie orale ou par voie intraveineuse, il montre une prise de contraste de la paroi appendiculaire en faveur de l'appendicite, une absence de pacification de l'appendice en faveur de l'appendicite, présence de fécalite, et il est aussi, le scan permet d'éliminer d'autres diagnostics différentiels sous-jacents. Il est très important chez les patients obèses, et sa sensibilité et sa spécificité peuvent atteindre 90% des cas. Une fois opéré, le diagnostic d'appendicite aiguë est mis en histopathologie. C'est une infiltration transmurale de l'appendice allant jusqu'à la musculeuse, avec parfois ulcération de la muqueuse, perforation et formation d'un abcès. Souvent, l'appendicite aiguë se présente sous une forme simple. Mais dans 2 à 7% des cas, les appendicites se manifestent sous une forme compliquée. Ceci dit, sous forme d'un abcès ou d'une masse de la région iliocécale. Et souvent, comme on a dit, c'est un retard de diagnostic qui a entraîné la formation de ces complications. Il a été publié dans plusieurs études et méta-analyses que la chirurgie urgente de ces abcès appendiculaires porte un taux élevé de morbimortalité, et ceci à cause de l'inflammation importante de la région iliocécale, ce qui entraîne une déformation anatomique de cette région, et ceci peut entraîner, au lieu de faire une appendicite simple, parfois des gestes chirurgicaux compliqués, entre autres une colectomie droite ou une iliocécotomie, avec des complications post-opératoires importantes comme les adhésions intestinales, comme les septicémies, comme les collections résiduelles, un retard de cicatrisation de la paroi et parfois formation des fistules. Tenant compte de ce taux élevé de morbidité
des abcès appendiculaires opérés en urgence, des études ont recommandé un traitement conservateur qui consiste en une antibiothérapie avec plus ou moins drainage percutané associé ou non à une appendicectomie secondaire. Mais le débat est toujours là. On va présenter quelques cas. C'est un malade de 51 ans qui est connu sans antécédent particulier, qui se présente pour une douleur abdominale évoluant depuis une semaine. La douleur a migré vers la fosse iliaque droite et a augmenté d'intensité au jour de l'admission. Il n'y avait pas ni nausée, ni vomissement, ni trouble de transit. À noter que le patient a déjà eu une prise d'antibiotiques à domicile prescrite par son médecin traitant. Dans ses antécédents, c'est un malade connu avoir un syndrome de côlon irritable opéré d'une hernie ombilicale sans autre pathologie sous-jacente. L'examen clinique montre un malade qui est stable hémodynamiquement, pas de tachycardie, l'abdomen est sensible avec une défense au niveau de la fosse iliaque droite. Le bilan biologique montre une hyperleucocytose à 11 400 avec 65% de neutrophile. Le bilan inflammatoire, le stigmate inflammatoire, le CRP, est de 104. Comme examen paraclinique, une échographie a été faite, vu l'accessibilité aux urgences, montre une masse au niveau de la fosse iliaque droite. Le scan complémentaire, ça montre une présence d'un magma inflammatoire péricécal centré par une image tubulée hypodense partant du sécum recourbé en faveur d'un appendice inflammé probablement perforé. Devant ce tableau clinique, quoi faire? Il y a plusieurs hypothèses. Est-ce qu'il faut opérer en urgence? Est-ce qu'il faut adopter le traitement conservateur? Est-ce qu'il faut faire un drainage percutané? Dans notre service et dans la revue de la littérature, il y avait quelques critères prédictifs si on a à commencer le traitement conservateur. Ces critères prédictifs étaient si le malade est hémodynamiquement stable, s'il est affébrile ou la disparition de la fièvre sous le traitement d'antibiotiques, s'il n'y a pas de trouble de transit et si l'appétit est conservé. Vu que ce malade portait ces critères, donc on a commencé le traitement conservateur qui consiste à une antibiothérapie par voie intraveineuse. C'était un quinolone 1 g par 12 heures associé à un métronidazole 500 mg par 8 heures et le suivi était selon l'évolution clinique et biologique. Le premier jour avec un régime léger selon la tolérance. Le premier jour, le malade présente une évolution favorable, disparition progressive des globules blancs et du bilan inflammatoire. En J3, le malade est presque asymptomatique sur le plan clinique et biologique. En J4, le malade étant en bon état, vu qu'on a opté pour le traitement conservateur, il quitte à domicile sous traitement d'antibiotiques oral type métronidazole 500 mg incomprimé 3 fois par jour et ciprofloxacine 500 mg incomprimé par os 2 fois par jour. Le malade est suivi par des appels téléphoniques hebdomadairement, une fois par semaine, et revu dans une consultation de principe après 1 mois. Après 1 mois, donc, le malade se présente dans un bon état clinique. Le bilan biologique montre une normalisation des globules blancs, normalisation du bilan inflammatoire et un scan de contrôle de principe montre une nette diminution de l'inflammation péricécale centrée par un appendice de 14 mm, donc presque disparition de l'abcès appendiculaire. Mais à la demande du malade et de sa famille, il a été programmé pour une appendicectomie à froid qui a été faite et dont les suivis opératoires étaient sans particularité et dont ça le scan de contrôle après 1 mois. Et ça, l'appendicectomie faite après 1 mois, donc qui était suivie était sans particularité et l'anapathe était normale. Notre deuxième cas, c'est à propos d'un malade de 28 ans
qui se présente aux urgences pour une douleur abdominale évoluant depuis une semaine, dont la localisation est surtout au niveau de deux fosses iliaques, aux deux fosses iliaques. À l'admission, c'est un malade qui est stable hémodynamiquement, fébricule 37,5. Le malade a déjà pris à domicile des quinolones pour une semaine dans le tableau de diagnostic de gastroentérite. Pas d'antécédent particulier pour ce malade. Donc, pour compléter le diagnostic, l'examen physique montre une défense aux deux fosses iliaques. Le bilan biologique était légèrement élevé, 10 500 de globules blancs avec 72% de neutrophiles, un stigmate inflammatoire élevé de 220. L'échographie qui était faite montre présence d'un épaississement de la paroi du sigmoïde avec une masse échogène rectosigmoïdienne de 5 cm de diamètre évoquant un abcès avec sigmoïdite. Un scan complémentaire qui montre aussi un abcès avec un niveau hydroaérique et qui donne le diagnostic d'un abcès de sigmoïdite avec un abcès de 6 cm de diamètre présentant un niveau hydroaérique. Donc on est devant un tableau d'un malade de 28 ans qui se présente pour un abcès sigmoïdien. Que faut-il faire? Selon les recommandations, aussi un traitement conservateur a été commencé, donc hydratation, antibiothérapie et surveillance clinique. L'antibiothérapie, c'était ceftriaxone, métronidazole. Le malade avait une évolution favorable, une bonne évolution, que ce soit clinique et biologique. Et en J3, le malade, on a augmenté le régime alimentaire, mais en J4, avant le malade, il se plaignait d'une douleur, la disparition de la douleur au niveau de l'abdomen, mais persistance de la douleur au niveau de la fosse iliaque droite. Donc, il y avait un point d'interrogation. On a fait un CT scan de contrôle, qu'on voit ici. Et dont le résultat, c'était une diminution du volume de l'abcès qui semble être actuellement d'origine appendiculaire, avec visualisation ce jour d'une anse tubulée partant du sécom avec une calcification de sa pointe aboutissant de l'abcès. Donc, c'était un abcès appendiculaire très important allant de l'appendice jusqu'à sigmoïde et qui nous a induit en erreur. Vu que le malade a bien répondu au traitement conservateur qu'on a débuté, donc on a continué avec le traitement conservateur qui consiste à une antibiothérapie, régime selon tolérance, surveillance clinique et biologique. En J7, le malade était stable, l'abdomen était souple, le régime est bien toléré, pas de trouble de transit, donc le malade quitte à domicile sous antibiotiques orales type ciprofloxacine, 1 comprimé par jour, 2 fois par jour, métronidazole, 1 comprimé 3 fois par jour. Et comme pour notre l'ancien malade, c'était des suivis téléphoniques par semaine, une consultation systémique après 1 mois. De point de vue clinique, il est revu après 1 mois, donc cliniquement il était très bien. Un CT scan montre une résorption totale de l'abcès appendiculaire, normalisation de bilan biologique, mais persistance du fécalite. Et comme on sait, la présence d'un fécalite, on a les habitudes, c'est qu'on augmente le risque de récidive d'appendicite. Donc, vu le malade qu'il est à froid maintenant, on a programmé une appendicectomie à froid, vu la présence de la fécalite, qui s'est bien déroulée avec des bonnes suites post-opératoires. L'approche thérapeutique d'un appendicite aigu suit ce schéma en résumé. Soit on a des appendicites aigus sans abcès, qui ne sont pas le sujet de discussion de notre sujet, qui ne sont pas le sujet de notre discussion aujourd'hui, soit des appendicites qui se présentent avec des abcès, et on a 2 sorties, soit une opération en urgence avec un risque élevé de morbidité et de mortalité, soit un traitement conservateur qui consiste en antibiothérapie, quitte à faire soit une appendicectomie secondaire, soit une appendicectomie si récidive. C'est notre stratégie de traitement. Qu'est-ce que la littérature dit à propos de cela? Comme on a montré, c'est que les abcès appendiculaires opérés en urgence portent un taux élevé de complications et de mortalité et de morbidité. Donc,
Par contre, un traitement conservateur porte un taux de réussite allant de entre 76 et 97% des cas, avec un taux de complication qui est beaucoup plus diminué par rapport à la chirurgie en urgence. Il y a eu pas mal d'études et des méta-analyses qui ont montré que la morbidité du traitement conservateur, qui est aux alentours de 15%, est beaucoup moins que la morbidité des abcès appendiculaires opérés en urgence. D'autres études ont montré qu'en comparant les signes cliniques des gens opérés en urgence et des gens opérés après un traitement conservateur n'étaient pas statistiquement significatifs. De même, pour les malades opérés en urgence pour des simples appendicites et les malades opérés après un traitement conservateur, que ce soit la méthode chirurgicale, la durée opératoire, la durée d'hospitalisation n'était pas statistiquement différente, ce qui va et plaide en faveur du traitement conservateur et montre son efficacité et sa sûreté. De même, une appendicectomie après un traitement secondaire, après un traitement conservateur, une appendicectomie secondaire après un traitement conservateur n'est pas recommandée systématiquement de principe, d'après un consensus, une conférence de consensus en 2015. À noter que le taux de récidive d'une appendicite après un traitement conservateur peut varier entre 5 et 37% des cas, selon une étude suédoise faite. Donc, à attendre et à faire en fonction de l'évolution. D'autre part, les résultats histopathologiques des appendicectomies opérées après un traitement conservateur portent parfois entre 6 et 12% d'autres pathologies, entre autres des maladies inflammatoires chroniques ou des tumeurs, d'où la nécessité chez certains malades à risque, comme certains méta-analyses ont décrit. Entre autres, ces malades à risque, ce sont surtout les femmes plus que 40 ans, les malades qui ont des histoires personnelles ou familiales de maladies colorectales. Si ces malades se présentent, il faut plus favoriser le traitement à intervalle, cela pour donner place à d'autres moyens d'investigation afin de mettre un diagnostic approprié dont dépend notre attitude thérapeutique. En conclusion, plusieurs études et méta-analyses ont comparé le traitement conservateur à la chirurgie en urgence et ils ont montré l'efficacité et la supériorité du traitement conservateur. Cependant, la meilleure approche reste en fonction de la présentation clinique du malade, des moyens de l'hôpital où on travaille et surtout de la décision et l'expérience de l'équipe chirurgicale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ceci nous fait un rappel de l'histoire de l'appendicite qui évolue d'une façon de plus en plus conservatrice dans le traitement. Vous avez parlé de la découverte de la notion d'appendicite en 1886. Avant, on parlait de pérityphlite, c'est-à-dire de ce que vous avez décrit sous forme d'abcès en fosse iliaque droite. Et je pense que vous vous souvenez tous de l'histoire de Gambetta qui avait une pérityphlite que personne n'a osé opérer, qui a fini par en mourir. Et l'évolution des idées en matière d'abcès intra-abdominal, d'infection intra-abdominale aiguë est tout à fait intéressante. On nous a éduqués avec l'idée qu'il fallait prévenir des évolutions gravissimes et donc opérer vite. On nous a appris à opérer rapidement. Et l'évolution de notre expérience a montré qu'il y avait davantage d'inconvénients à opérer rapidement, du fait des complications, que d'attendre avec les moyens médicaux actuels, les moyens de surveillance clinique, biologique et iconographique actuels, que les choses se simplifient et permettent l'ablation de l'appendice à distance. La question que je me pose, s'il est véritablement légitime de laisser un appendice qui a été si malade, malgré un faible risque de récidive. Autrement dit,
dans mon idée, il faut enlever systématiquement les appendices qui ont donné lieu à des infections de ce type. Si vous voulez, ce qu'on fait dans notre service, on les opère souvent dans les délais de 6 mois. Mais dans la littérature, surtout, il y a une étude suédoise, ils ne les opèrent pas systématiquement. Mais c'est là-bas, comme Dr Maloud a dit, le malade, parfois, on est sous l'influence d'un médicament. Est-ce que c'est garanti que je n'aurai pas une deuxième récidive? Ce n'est pas garanti, mais ça varie entre 5 et 37% des cas. Il faut noter que dans la littérature, les récidives sont moins importantes que la première poussée dans les cas des abcès appendiculaires. Parce que de plus en plus, même les appendices qu'on opère au-dedans de 6 mois, c'est des vestiges des appendices. Donc, elle a déjà été involuée, a presque disparu dans la première crise d'appendicite aiguë. Mais il y a la demande du malade, il y a la demande de la famille, il y a l'évolution après un mois, le CT scan, qu'est-ce qu'il nous montre, est-ce qu'elle est toujours là, est-ce qu'elle a évolué ou non, et le suivi est clinique. Oui, c'est sûr. Bien, 5 à 37%, c'était quand même au maximum un tiers. Ouais. Oui, c'était quand même une sur 3. Ouais. Question. Remarque. Tout le monde est correct. Merci. C'est pas une question. C'est juste pour rebondir sur ce que nous a dit Philippe Marc à propos de la mort de Gambetta. L'un de nos était partisan de l'opérer et ses collègues, dont Dupuytren et Nélaton, étaient contre l'opération. C'est juste pour la petite histoire. Pourquoi on n'a pas opéré Gambetta? Parce que Gambetta était un homme puissant et tout le monde avait peur. Il était assez obèse. Je n'ai pas fait d'appendicite depuis 45 ans. Je crois qu'on peut faire sous laparoscopie, mais quand on était interne, ça ne m'amusait pas, mais on faisait des cicatrices de 1 cm. Et ça faisait. Enfin, sauf que c'était un peu compliqué. Si vous voulez, la laparoscopie a apporté pas mal de points de vue morbidité et durée d'hospitalisation, donc de plus en plus on l'applique. Mais comme vous dites, 1 à 2 cm, c'est moins coûteux que le plus. C'est pas le problème de l'incision, c'est la dissection. Disséquer l'appendicite aiguë par un 1 cm, on fait des dégâts. Par la laparoscopie, beaucoup moins. La laparo parfois est indiquée quand le diagnostic n'est pas très clair pour explorer l'abdomen aussi. Donc. Paul. Oui, moi je rebondis sur la question, sur l'intervention de Philippe Marc. A-t-on une justification réelle pour opérer secondairement ces patients? Ce que vous avez fait, vous n'avez pas eu de complications, mais peut-être n'en auriez-vous pas eu s'il n'avait pas été opéré à distance. Donc je ne suis pas sûr qu'on ait une vraie réponse à cette question. Moi j'aurais tendance à avoir la position inverse de Philippe. À partir du moment où j'ai opté pour une solution conservatrice, je crois que je n'opérerai plus ces patients, en sachant probablement le petit risque hypothétique d'une complication secondaire. Comme vous le dites, il n'y a pas de consensus dans la littérature, mais une fois qu'on a opté pour le traitement conservateur, il vaut mieux rester conservateur. C'est justifié aussi. Dans l'essai qu'on avait fait avec Corinne Bons, on n'avait pas opéré systématiquement les patients du tout, et il y avait eu un faible taux de récidive, et effectivement, comme vous l'avez dit, la deuxième crise est moins importante que la première. D'ailleurs, c'est vrai aussi dans les sigmoïdites. Ça a bien démontré dans les sigmoïdites que c'est la première crise qui est grave, vu qu'ensuite... Et il y a une chose, si vous permettez, Monsieur le Président, c'est que même si on les laisse, il n'y a pas de risque augmenté de cancérisation de l'appendice, parce que parfois on dit est-ce que si on les laisse, l'infection chronique entraîne tout ça. Ça n'a pas été démontré, et c'est pour cela qu'on est un peu conservateur, prudemment. Eh bien, merci beaucoup. Monsieur le Président, on va clore cette très belle séance. Je remercie tout le monde. Il y a eu une multitude de questions. Ce pauvre Patrice a eu beaucoup de mal à fournir à la demande. Et donc, ça prouve que les orateurs ont tous été très intéressants.
je vous remercie d'avoir été là.